ça va être une soirée un petit peu particulière ce soir parce qu'on va faire un exercice auquel je me suis livré il y a une cinquantaine d'années et donc qui consiste simplement à reprendre les choses à la base. Euh, Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend d'une gouvernance? Est-ce qu'il nous faut une gouvernance? Comment fonctionne notre pays? Ce sont toutes les questions qu'on doit se poser pour déterminer le profil des gens à qui on va confier le bonheur de 65 millions d'individus, parce que finalement, c'est ça à l'arrivée. C'est 65 millions de personnes qui vivent sur un territoire déterminé et puis qui ont envie de vivre d'une certaine façon, qui est déjà celle que la nature exige, à savoir la sécurité, la paix pour nos enfants, la tranquillité, le droit à la nature et un droit égal à tout le monde. Donc tout ça, ce sont des règles complètement basiques. Et on demande donc d'avoir une organisation qui permette que tout ça s'exprime de la façon la plus positive qui soit. Donc, grosso modo, c'est ça l'esprit qu'on peut dire de ce qu'on attend d'une gouvernance. Alors, si on regarde un petit peu l'histoire humaine, aujourd'hui, on reprend les 3000 ans de la civilisation humaine, on regarde un peu tous les pays, on regarde la Chine, on regarde le Japon, on regarde le Moyen-Orient, on regarde l'Europe, et partout, en fait, on voit la même chose, c'est-à-dire des gens qui partent d'un petit territoire, qui grossissent et qui cherchent à grandir. Et s'ils sont plus forts que les autres, ben, ils prennent le territoire de l'autre et puis ils continuent à grossir et ça devient des chefs de tribu, ça devient ensuite des rois et puis des empereurs. Et avec toujours en fond cette volonté de se sentir les maîtres du monde. Et ça, vous le retrouvez, bon, dans l'histoire, vous le retrouvez déjà chez les Grecs à l'époque, mais vous le retrouvez ensuite chez les Romains, l'Empire romain, ce qui est considéré comme l'Empire du monde. Vous le retrouvez aussi chez les empereurs chinois. Vous le retrouvez un petit peu dans tous les schémas, quels qu'ils soient, de progression. Et puis, vous le retrouvez aussi à travers les plus grands conquérants. Le plus grand de tous, qui a été Gengis Khan, Gengis Khan, le Kana, c'était la règle qu'il imposait sur toute la planète. Après, vous en avez d'autres qui ont eu des empires presque aussi, enfin, loin d'être aussi grands, mais en tous les cas très importants, comme Charles Quint, qui se prenait aussi pour le roi du monde. Et en fait, ce vieux concept de... C'est pas, tout ça, ça n'a jamais été des concepts de gouvernance. Ça a toujours été des concepts du plus fort qui exploite le plus faible. Et toute l'histoire humaine a été comme ça jusqu'à ce qu'en 1789, le petit peuple, les Français, ont inventé et pensé à lancer un concept totalement différent qui est celui des droits de l'homme, qui soit la loi à la place de la force. Parce que le vrai concept final, c'est la souveraineté du peuple et la loi est plus importante que la force. C'est-à-dire que désormais, ça doit être la loi qui commande à la force. Et c'est écrit dans l'article 12 de manière extrêmement claire de cette déclaration qui dit bien clairement que toute la force est au service du peuple, mais n'est pas au service de ceux à qui elle est confiée. C'est écrit en toutes lettres. Et c'est considéré aujourd'hui par toute la magistrature, par tous les juristes et par normalement tous les Français qui ont appris les droits de l'homme à l'école, c'est considéré comme la base même, le fondement même de la France. Ce qui fait qu'à partir du moment où ce n'est plus le cas, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors, on doit reprendre maintenant les choses à partir de là. Est-ce que ce premier concept est un concept que tout le monde admet ou pas? Est-ce que c'est la loi qui commande la force ou est-ce que c'est la force qui détermine la loi?